Merci beaucoup, Maître Jean-Claude Tende. Comme nous le savons, vous êtes en Mbandaka. Vous étiez venu en Mbandaka dans le cadre du processus ITIE, qui est l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive. Et dans ces processus, on va intégrer la forêt. Et comme l'Équateur fait partie des mouvements et vous étiez venu pour cette problématique. Maintenant, ayant participé à l'atelier que vous avez organisé à Benghazi avec les différentes organisations de la société civile et la communauté locale, vous aviez dit que vous aviez tenté implanter les différentes antennes de l'ITIE dans les différentes provinces, mais il s'est posé un problème de financement et que les gouvernements provinciaux ne voulaient pas financer ces antennes pour qu'ils fonctionnent. Et la plupart de ces antennes ont été fermées en dehors de des antennes du Grand Katanga. Comme c'est une initiative que le gouvernement congolais met beaucoup de moyens pour qu'il soit bien réputé sur le plan international pour gagner des projets, gagner aussi de financement auprès de l'FMI, qu'est-ce que vous préconisez faire pour que les gouvernements provinciaux soient contraints de pouvoir contribuer pour que les différentes antennes existent réellement dans les différentes provinces? De deux, comme le processus est venu, le processus a intégré aussi la forêt. Nous savons ici que les autorités bouffent l'argent qui est payé par les concessionnaires et par les exploitants forestiers. Le fait de devenir regardant sur les exploitations, de savoir quels sont les impôts, les taxes et les redevances qui sont payées et à combien, comme nous le disons, publier ce que vous payez. Vous ne craignez pas que cette initiative soit étouffée par les autorités provinciales? Très bien. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous me donnez afin que je puisse m'exprimer sur un certain nombre de questions, principalement en rapport avec l'ITIE, et pour donner suite à votre question qui a deux parties. La première partie, c'est en termes de contraintes. D'abord, je ne pense pas qu'il soit important qu'on puisse contraindre les gouvernements provinciaux ou le gouvernement provincial de l'Équateur à pouvoir prendre en charge l'antenne de l'ITIE. C'était un souhait qui était formulé par le groupe multipartite, les comités exécutifs, dans le but de rapprocher la gestion de l'ITIE des citoyens. Mais il s'est fait malheureusement que cette option n'a pas rencontré l'assentiment ou la volonté des gouverneurs de certaines provinces. La stratégie qui a été mise en place maintenant, c'est de faire en sorte que dans chaque province, qu'il y ait au moins des organisations de la société civile bien formées sur la question de l'ITIE, comment, par exemple, faire la collecte de données. Et ensuite, quand il y a des choses à faire, notamment la collecte des données pour l'élaboration de l'étude de cadrage, on envoie une équipe de l'ITIE qui va s'appuyer sur certaines personnes de la société civile pour faire la collecte de données. Je pense que cette option paye aussi dans la mesure où on l'a expérimenté dans les provinces engagées dans les processus par les secteurs miniers et pétroliers. Nous pensons que cela marchera aussi ici parce que ça coûte moins cher et ça permet d'atteindre de bons résultats. Maintenant, pour ce qui concerne la province de l'Équateur, je dois d'abord préciser que le bois ou la forêt de l'Équateur n'appartient pas au gouverneur de province, encore moins au ministre, encore moins aux députés, n'est-ce pas, provinciaux. La forêt
de l'Équateur appartient à tous les Congolais et aussi aux Équatoriens, c'est-à-dire aux habitants de la province de l'Équateur. Donc il n'est pas question ici que quelqu'un qui a un mandat public considère qu'un bien qui appartient à tout le monde puisse lui appartenir parce qu'il est gouverneur des provinces, parce qu'il est député ou parce qu'il est président de l'Assemblée ou parce qu'il est responsable de l'armée ou de la police. Donc il faut d'abord que ça soit considéré comme un principe de base. De deux, les gouverneurs de province, comme les députés, dirigent les institutions provinciales. Et au-dessus de ces institutions provinciales, il y a les institutions nationales. Et c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a pris la décision de mettre en œuvre l'ITIE. Et donc, je ne vois pas comment les autorités provinciales, quel que soit leur degré de responsabilité, peuvent considérer qu'on est venu prendre leur butin ou leur bouffe. Je ne pense pas que la chose va être vue de cette façon-là. Si l'ITIE est appliqué dans les autres provinces, comme dans l'ancienne province du Katanga, dans le Congo central, dans les Sud Kivu, Nord Kivu, Kasaï oriental, pourquoi on ne le ferait pas dans les Bandundu, dans la province de l'Équateur? La province de l'Équateur n'est pas un État, à part ou une province qui n'est pas sous l'administration du gouvernement national. Donc, je vous dis encore que toutes les autorités provinciales, quel que soit leur niveau, seront soumises au principe de l'ITIE. Et la preuve en est que à la réunion des parties prenantes qui a eu lieu hier, les gouverneurs étaient représentés, la présidente de l'Assemblée provinciale était représentée, les institutions, les agences financières de l'État étaient représentées, ce qui démontre que toutes ces autorités sont engagées pour que l'ITIE s'installe ici, fasse son travail. Et en même temps, on doit se dire que quand on est autorité, on ne travaille pas pour ses intérêts personnels. C'est la conception que j'ai des mandats publics. On travaille pour que les populations puissent profiter de la gouvernance et particulièrement pour ce qui concerne la forêt, il faut que cette forêt puisse profiter aux Équatoriens, mais aussi à toute la République. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'il faut que ceux qui s'engagent dans cette voie-là, qu'on soit industriels ou artisanaux, on doit pouvoir payer les taxes qui sont dues à l'État. On doit pouvoir payer les impôts et la redevance minière due à l'État. Et l'ITIE doit pouvoir aujourd'hui permettre à ce que les débats qui ont toujours été opaques sur la question du bois deviennent maintenant un débat qui intéresse tous les citoyens, qui intéresse les autorités, la société civile et les entreprises, mais aussi les artisans. Et je dois noter aussi que l'ITIE, en s'installant ici dans la province de l'Équateur par l'intégration de la forêt dans le processus, il est clair que les acteurs de la société civile qui vont s'exprimer sur ces questions-là vont bénéficier d'une protection, j'insiste bien, d'une protection non seulement du niveau du gouvernement national, mais aussi une protection internationale. Parce que un des avantages de l'ITIE pour la société civile, c'est de leur garantir la liberté d'association, la liberté d'expression, et on ne voudra pas qu'un acteur de la société civile qui est engagé sur l'ITIE, sur la question, n'est-ce pas, de l'intégration du secteur forestier, dans le processus, puisse être arrêté, puisse être inquiété à cause de ses opinions. Nous serons très regardants sur ces questions-là et je pense que c'est au profit des acteurs de la société civile afin de leur permettre de participer à ces processus de manière indépendante, libre et effective. Merci beaucoup, Maître Jean-Claude Katende. Avant de passer la parole à l'un
de confrères. Vous êtes un acteur de renommée internationale, un acteur des droits de l'homme de renommée internationale. On ne peut pas faire une interview avec vous sans vous poser la question par rapport aux droits humains et à l'organisation que vous présidez. Bien sûr que l'ITIE elle-même s'inscrit aussi dans le cadre des droits de l'homme parce qu'on cherche la traçabilité et que les impôts et redevances bénéficient à la population. Et nous avons une question directe. Quand est-ce que la ZADO sera installée en Mbandaka? Parce que la province de l'Équateur a un problème des organisations des droits de l'homme au niveau local. Et pour ce qui se passe ici, il faut appeler maître Jean-Claude Katende au téléphone et chercher à suivre. Et nous pensons que si votre organisation s'installe et se place en Mbandaka et commence à suivre de près les différentes violations des droits de l'homme, ça serait une très bonne chose. C'est pourquoi nous vous posons cette question directe. Très bien. Il faut dire que la question que vous posez, c'est vraiment une porte ouverte. La ZADO a déjà produit plusieurs rapports sur la situation des droits de l'homme en Mbandaka. Vous allez vous rappeler qu'il y a quelques années, il y a eu la situation des Enyélé ici, et le rapport de la ZADO avait suscité un grand débat sur cette question des Enyélé. Et nous continuons à surveiller la situation des droits de l'homme dans la province de l'Équateur, et il nous arrive le plus souvent d'être contactés soit par des politiciens, soit par les journalistes, soit par les organisations des jeunes, les mouvements citoyens, pour intervenir sur telle ou telle autre question. Maintenant, quant à la question de savoir quand est-ce que la ZADO va s'installer ici, je n'ai pas une réponse définitive, d'autant plus que c'est une question que je dois discuter avec notre comité exécutif pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et entre-temps, lors de mon passage, quelques contacts que j'ai eus, j'ai bien compris qu'il y a quand même des situations préoccupantes en ce qui concerne les droits de l'homme dans la province de l'Équateur. Et je vous ai promis que je reviendrai pour une formation spécifique sur la question des droits de l'homme pour permettre à ce que les jeunes qui se battent pour la question des droits de l'homme dans la province de l'Équateur soient bien outillés pour bien faire leur travail, mais aussi pour permettre à ce que nous puissions identifier quelles sont les personnes les plus engagées à qui nous pouvons confier la responsabilité d'étudier les modalités d'implantation de la ZADO dans cette province. J'ai toujours été inquiété de voir qu'il y a beaucoup de jeunes à l'Équateur, mais trop peu sont engagés sur les questions de droits de l'homme et les questions de démocratie, alors que ce sont des questions très importantes si on veut vraiment voir cette province aller de l'avant. Ce passage à Mbandaka, ce n'est pas ma première fois de venir ici. Il y a quelques années, j'étais encore ici. Mais quand vous comparez la situation d'il y a quelques années à celle d'aujourd'hui, il n'y a pas de grands changements dans la province de l'Équateur. Il n'y a pas de grands changements. Des changements qui puissent permettre à ce que nous puissions considérer que la gouvernance actuelle est une gouvernance qui répond aux préoccupations des citoyens. Il y a du travail à faire et je pense que nous allons nous y mettre ensemble. Justement, c'est là où nous voulons poser notre dernière question avant que les amis puissent prendre la parole. Nous vous suivons à travers les réseaux sociaux et le média traditionnel et vous publiez, si le besoin est là, vos opinions. Et ces opinions sont intitulées « Opinions libres de Maître Jean-Claude Katende ». Maître Jean-Claude, quel est votre constat? Quelle est votre opinion libre sur la gestion de la province de l'Équateur? Parce que pour constater quelque chose, on n'a pas le droit à faire des enquêtes et tout. Le fait déjà de descendre en Mbandaka et voir la ville et tout, vous avez quand même une idée par rapport à la gestion de la chose publique dans la province de l'Équateur. Quelle est votre opinion libre? Comme vous avez l'habitude de le dire, opinion libre de Maître Jean-Claude Katende. En fait, je suis venu, j'ai écouté beaucoup de gens, j'ai vu moi-même, et vous verrez mon opinion libre dans quelques jours sur la situation que j'ai pu constater à l'Équateur.
Mais déjà, je vous dis que ce n'est pas ma première fois d'être ici. La situation que j'avais connue il y a quelques années et celle d'aujourd'hui, il n'y a pas une grande différence. Donc, il y a des raisons de s'inquiéter, de se poser la question si vraiment la manière dont la province est gérée profite à tous les Équatoriens. Et notre souci le plus grand, c'est que quand il y a un gouvernement en place, que ce gouvernement travaille pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Maintenant, il est question de savoir est-ce que le gouvernement perçoit effectivement les moyens qui puissent lui permettre de faire ce que la population voudrait qu'il fasse. Voilà, Maître Jean-Claude, parlons un peu des litiers. Vous venez de dire tantôt que c'est plutôt le gouvernement central qui avait pris l'initiative d'installer ITIE en RDC. Alors, comment imaginer que les provinces qui sont également sous gestion du gouvernement central ne parviennent pas à financer les antennes ITIE que le gouvernement central soutient et que le gouvernement central ne parvient pas aussi à contraindre les gouvernements provinciaux à les financer? Bon, d'abord, il faut dire que beaucoup de gouvernements provinciaux ont des revenus, des ressources limitées. Parce que il y a quelques années, même la retenue à la source que ces gouvernements devraient opérer sur les revenus d'intérêt national n'a pas été démise. En fait, les gouvernements ne sont pas dans la situation qui leur permet d'avoir ce que la Constitution leur donne. Donc, les ressources sont limitées. Parce que le pouvoir de Kinshasa, quand il perçoit même l'argent revenant aux provinces, ne les rétrocède pas. Alors, on peut mal comprendre comment le gouvernement qui perçoit tout peut prendre d'autres charges sans envoyer suffisamment de ressources au niveau local, prendre d'autres charges, les mettre sur le dos du gouvernement ou des gouvernements provinciaux. Donc, ça pose un sérieux problème. Et il ne faut pas oublier aussi que les gouvernements provinciaux ont énormément d'autres besoins auxquels ils doivent répondre que de s'occuper des litiers, même si nous savons qu'en fin de compte, l'ITIE va permettre à ce que les ressources du gouvernement, n'est-ce pas, du gouvernement provincial augmentent. Comme on le voit aujourd'hui dans les secteurs miniers, non seulement que les réformes qui ont eu lieu ont permis aux gouvernements provinciaux d'avoir des ressources importantes, mais aussi aux entités territoriales décentralisées dans lesquelles les industries minières sont installées, d'avoir aussi suffisamment de moyens. Et je vous dis qu'il y a des chefferies, des secteurs ou des communes qui reçoivent 14 à 30 millions de dollars en termes des revenus venant de la redevance minière. Donc, nous pensons qu'il faut trouver un équilibre. Et l'équilibre, c'est qu'aujourd'hui, l'ITIE s'occupe de toutes ces provinces en mettant en place une stratégie qui est adaptée, c'est-à-dire de travailler avec certaines personnes au niveau local, mais ces personnes sont appuyées par une équipe du secrétariat technique, ce qui permet à ce que les données soient collectées et que les rapports soient établis. Maintenant que vous êtes en Bandaka pour l'ITIE, avez-vous déjà installé une antenne ou vous le ferez plus tard? L'antenne avait été installée à l'époque, mais comme je l'avais dit, elle a été supprimée parce que le gouvernement provincial n'avait pas de moyens pour pouvoir prendre cette antenne à charge. Et la stratégie actuelle, je l'ai déjà expliqué, c'est de travailler avec les gens qui sont formés de la société civile à l'occasion, par exemple, de l'étude des cadrages, à l'occasion du rapport ITIE lui-même qui va être aussi produit en intégrant le secteur forestier. Et nous pensons que cette option permet qu'on s'en tire à moindre coût. Parce que mettre en place une antenne veut dire qu'il faut avoir un personnel qu'il faut payer régulièrement, il faut avoir les bâtiments qu'il faut louer,
Si vous le faites sur l'ensemble du pays, vous pouvez vous imaginer des budgets qu'on va consacrer au fonctionnement des antennes. Maître Jean-Claude Katende, lors de la conférence, vous avez dit que l'ETI est là pour permettre la communication orthogonale entre les gouvernés et les gouvernants. Et je voulais juste savoir par quel moyen que l'ETI fasse cette médiation. Bon, il ne s'agit pas de médiation, mais il s'agit par contre d'un débat public. Je disais tout à l'heure que les revenus du Congo, que ce soit les mines, que ce soit les pétroles, que ce soit la forêt, n'appartiennent à aucune autorité. Parce que toutes les autorités dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo doivent être élues. Et en tant que vous êtes mandataire. Et en tant que mandataire, vous avez quelqu'un qui vous a mandaté et à qui vous devez rendre des comptes. Ça veut dire que le patron du président de la République, le patron du gouverneur de la province de l'Équateur, c'est le peuple congolais. Voyez-vous? Et donc, ces autorités ont l'obligation de rendre des comptes. Et c'est pour ça que l'ITIE vient favoriser ce débat public. On doit savoir combien d'entreprises, par exemple, travaillent sur la forêt dans la province de l'Équateur. Ces entreprises payent combien d'argent à l'État congolais? L'État central reçoit combien? Le gouvernement provincial reçoit combien? Ça ne doit plus être des choses qu'on cache en dessous de la table. Cette période-là de cacher les choses en dessous de la table est déjà révolue. Donc il faut que les citoyens accèdent à ces informations. Grâce aux journalistes que vous êtes, vous allez créer ce débat public. Et dans d'autres provinces, nous organisons ce que nous appelons les tribunes d'expression populaire, où vous mettez autour de la table les autorités politico-administratives, vous mettez la société civile, vous mettez les entreprises. Et on pose des questions sur ce que ces entreprises font et combien d'argent l'État au niveau local perçoit et qu'est-ce qu'on en fait. Parce que ce n'est pas l'argent du président de la République, ce n'est pas l'argent du Premier ministre, ce n'est pas l'argent du gouverneur, c'est l'argent de l'État congolais. Ça veut dire en d'autres termes que c'est l'argent qui appartient à tous les Congolais. Et donc, les Congolais ont le droit de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et l'ITIE, c'est un tremplin de... Je dirais tout simplement que l'ITIE est un tremplin de la bonne gouvernance, mais aussi un tremplin qui favorise les débats publics. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en débatte. Et vous avez dit que toutes les autorités provinciales sont censées respecter les principes de l'ETI. Alors, au cas où elles ne respectent pas, quelle serait la réaction de l'ETI? Mais on va, si par exemple le gouverneur, les ministres font blocage à l'ETI, ça va être publié dans un rapport que le ministre X, le gouverneur, ne facilite pas le travail de l'ETI. Mais comme je le disais, la province de l'Équateur, ce n'est pas une province exceptionnelle. Si déjà les gouverneurs du Haut-Katanga, de Lualaba, du Sud Kivu, Nord Kivu, Kasaï oriental, Maniema, Congo central participent à ce processus, je ne vois pas de quelle manière les autorités de la province de l'Équateur vont pouvoir imposer une autre logique que celle de l'État central. Encore une question similaire avec mon précédent. C'est par rapport à l'élargissement du champ de l'ETI dans la province de l'Équateur. Quand et comment les actions de l'ETI, soit la connaissance que l'ETI a, atteindra toutes les couches de la province de l'Équateur? Il faut dire que, par exemple, l'atelier que nous avons organisé, nous avons pris les organisations de la société civile de toute l'ancienne province de l'Équateur. C'est en fait pour que, à partir des informations que nous avons fournies, que ces organisations les répercutent à la base. Mais vous avez vu aussi que dans l'atelier des parties prenantes que nous avons eu avec les autorités provinciales, on a pris aussi toutes les institutions. Et vous avez constaté aussi que dans les deux ateliers, les journalistes ont été associés. Ce qui veut dire que nous venons de commencer aujourd'hui, petit à petit, toute la province sera exactement au courant de ce qui se passe, de ce que l'ITIE fait. On va produire les rapports de cadrage.
ce rapport de cadrage va être publié et il y aura un débat dans les radios, au niveau de radio, au niveau des télévisions sur la question. Et après, on produira un rapport étayé sur la forêt. Et dans ce rapport, tout sera aussi expliqué. Et ça va susciter un débat au niveau des églises, au niveau des associations, au niveau des autorités. Et je pense que petit à petit, on va mettre de l'ordre dans les questions de la forêt. Vous avez aujourd'hui des autorités politiques qui sont très actives dans la question de la forêt. Vous avez des généraux, vous avez des gens qui ne devraient pas y être. Il faut qu'en fin de compte, ces gens ne puissent plus y être. Voilà, vous êtes aussi défenseur des droits de l'homme. Lors de la rencontre de l'ISDER, il y avait une question qui vous a été posée autour de la différence entre le mouvement citoyen et la société civile. Vous avez répondu, et je ne reviens pas là. La question, c'est de savoir quel comportement que vous conseillez, ou soit vous prodiguez aux jeunes activistes de prôner pour faire les dénonciations. D'abord, il est clair que les activistes des droits de l'homme ou des mouvements citoyens sont des citoyens qui bénéficient des droits qui sont consacrés par la Constitution de la République. Et parmi ces droits, il y a la liberté d'expression. Et dans cette liberté d'expression, moi je dis toujours, on peut être ferme sur les principes, mais être aussi poli. Il n'est pas question que, parce que vous avez la liberté d'expression, que vous puissiez insulter les autorités ou dire des choses qui ne sont pas vraies contre X ou Y. Et si nous considérons que la démocratie est un régime politique qui permet à tout le monde d'évoluer, il faut le faire. C'est pour ça que je dis aux jeunes des mouvements citoyens qu'il faut apprendre davantage, maîtriser les questions sur lesquelles vous travaillez, maîtriser les lois qui encadrent ces questions-là, parce que plus on connaît, plus on peut se donner soi-même des limites. Mais si on ne connaît pas, c'est difficile d'avoir des limites. Et ils doivent aussi considérer que les mouvements citoyens ne sont pas en guerre contre les autorités. Tous, nous travaillons pour que la société aille de l'avant. Ce qui est bien fait, on l'apprécie. Ce qui est mal fait, nous le dénonçons, mais pas dans un esprit de vengeance. Mais c'est tout simplement pour alerter l'autorité qu'il y a certaines choses qui sont mal faites et elles doivent être améliorées dans l'intérêt de tout le monde. Moi, je ne cesse de rappeler, que ce soit au niveau de Kinshasa comme ailleurs, que le pouvoir a des pieds. Le premier président de la République n'est pas le président Tshisekedi. Il y a eu des présidents avant lui. Après lui, il y en aura aussi. Donc, si vous ne tenez pas compte de créer un environnement qui soit propice au respect des droits de tout le monde, quand vous ne serez pas au pouvoir, vous subirez les mêmes injustices, les mêmes comportements arbitraires, et personne ne va l'accepter. Donc, le gouverneur actuel de la province de l'Équateur n'est pas le premier à être gouverneur. Il ne sera pas non plus le dernier. Donc, il est gouverneur aujourd'hui. Il faut qu'il travaille dans l'intérêt de la communauté. C'est pour ça qu'on l'a mis là-bas. Et en même temps, qu'il sache qu'un jour, il partira. Et que s'il fait des injustices aujourd'hui, les gens ne vont pas les oublier. Ils risquent d'être victimes des mêmes injustices quand un autre gouverneur viendra. Et la vie, elle est faite comme ça. Mais quand on travaille sous un mandat public, on doit considérer que les actions que nous posons, c'est dans l'intérêt du peuple. Et ça, c'est très important. Merci. Maître Jean-Paul Katende, merci. Merci, monsieur.